Hector Malot, Sans famille, tome 1, chapitre 6, mon apprentissage avec Vitalis. Le lendemain, nous nous mîmes en route de bonne heure, plus de pluie, un ciel bleu, et grâce au vent sec qui avait soufflé pendant la nuit, peu de boue. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les buissons du chemin, et les chiens gambadaient autour de nous. De temps en temps, Capi se dressait sur ses pattes de derrière, et il me lançait au visage 2 ou 3 aboiements dont je comprenais très bien la signification. « Du courage !» disait-il, car c'était un chien fort intelligent qui savait tout comprendre et toujours se faire comprendre. Dans sa queue seule, il y avait plus d'esprit et d'éloquence que dans la langue ou les yeux de bien des gens. En tout cas, la parole n'a jamais été utile entre lui et moi. Du premier jour où nous nous sommes tout de suite compris. N'étant jamais sorti de mon village, j'étais curieux de voir une ville, mais je dois avouer que le seul souvenir qui me reste du sel est celui d'une boutique sombre et enfumée située auprès des Halles, où j'eus bientôt le bonheur de chausser mes pieds dans des souliers ferrés qui pesaient bien 10 fois le poids de mes sabots. La générosité de mon maître ne s'arrêta pas là. Après les souliers, il m'acheta une veste de velours bleu, un pantalon de laine et un chapeau de feutre. Du velours pour moi qui n'avais jamais porté que de la toile, des souliers, un chapeau quand je n'avais eu que mes cheveux pour coiffure. Décidément, c'était le meilleur homme du monde, le plus généreux et le plus riche. Il est vrai que le velours était froissé, il est vrai que la laine était râpée. Il est vrai aussi qu'il était fort difficile de savoir quelle avait été la couleur primitive du feutre, dont il avait reçu de pluie et de poussière. Mais, ébloui par tant de splendeur, j'étais insensible aux imperfections qui me cachaient sous leur éclat. J'avais hâte de revêtir ces beaux habits, mais avant de me les donner, Vitalis prit des ciseaux dans un sac et coupa les 2 jambes de mon pantalon à la hauteur des genoux. Comme je le regardais avec des yeux effarés, « C'est à seule fin, me dit-il, que tu ne ressembles pas à tout le monde. Nous sommes en France, je t'habille en italien. Si nous allons en Italie, ce qui est possible, je t'habillerai en français. » Cette explication ne faisant pas cesser mon étonnement, il continua. « Que sommes-nous, des comédiens, qui par leur seul aspect doivent provoquer la curiosité. Crois-tu que nous allions tantôt sur la place publique habillés comme des bourgeois? Nous forcerions les gens à nous regarder et à s'arrêter autour de nous? Non, n'est-ce pas? Apprends donc que dans la vie, le paraître est quelquefois indispensable. Cela est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. » Mon pantalon s'arrêtant au genou, Vitalis attacha mes bas avec des cordons rouges croisés tout le long de la jambe. Sur mon feutre, il croisa aussi d'autres rubans et il l'orna d'un bouquet de fleurs en laine. Je ne sais pas ce que d'autres auraient pu penser de moi, mais pour être sincère, je dois déclarer que je me trouvais superbe. Et cela devait être, car mon ami Capi, après m'avoir longuement contemplé, me tendit la patte d'un air satisfait. « Maintenant que voilà ta toilette terminée, me dit Vitalis, quand je me fus coiffé de mon chapeau, nous allons nous mettre au travail. Nous donnons demain notre première représentation, dit-il, et tu y figureras. Il faut donc que je te fasse répéter le rôle que je te destine. » Mes yeux étonnés lui dirent que je ne le comprenais pas. J'entends par rôle ce que tu auras à faire dans cette représentation. Si je t'ai emmené avec moi, ce n'est pas précisément pour te procurer le plaisir de la promenade. Je ne suis pas assez riche pour cela, c'est pour que tu travailles. Et ton travail consistera à jouer la comédie avec mes chiens et jolis cœurs. « Mais je ne sais pas jouer la comédie, m'écriai-je effrayé. C'est justement pour cela que je dois te l'apprendre. Tu penses bien que ce n'est pas naturellement que Capi marche si gracieusement sur ses 2 pattes de derrière, pas plus que ce n'est pour son plaisir que Dolce danse à la corde. Capi a appris à se tenir debout sur ses pattes et Dolce a appris aussi à danser à la corde. Ils ont même dû travailler beaucoup et longtemps pour acquérir ces talents. Eh bien,
Toi aussi, tu dois travailler pour apprendre les différents rôles que tu joueras avec eux. La pièce que nous allons représenter a pour titre Le domestique de Monsieur Jolicoeur, ou Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Sujet. Monsieur Jolicoeur a eu jusqu'à ce jour un domestique dont il est très content, c'est Capi. Mais Capi cherche de lui en procurer un. Mais ce ne sera pas un chien qu'il se donnera pour successeur, ce sera un jeune garçon, un paysan nommé Rémi. Comme moi? Non, pas comme toi, mais toi-même. Tu arrives de ton village pour entrer au service de Jolicoeur. Les singes n'ont pas de domestique. Dans les comédies, ils en ont. Tu arrives donc et Monsieur Jolicoeur trouve que tu as l'air d'un imbécile. Ce n'est pas amusant cela. Qu'est-ce que cela te fait puisque c'est pour rire? D'ailleurs, figure-toi que tu arrives véritablement chez monsieur pour être un domestique et qu'on te dit par exemple de mettre la table. En voici une. Avant se dispose le couvert. Sur cette table, il y avait des assiettes, un verre, un couteau, une fourchette et du linge blanc. Comment devait-on arranger tout cela? Comme je me posais ces questions, il restait les bras tendus, penchés en avant, la bouche ouverte, ne sachant par où commencer, mon maître battit des mains en riant aux éclats. « Bravo, dit-il, bravo, c'est parfait. Je ne sais pas ce que je dois faire, et c'est par là précisément que tu es excellent. Demain, dans quelques jours, tu sauras à merveille ce que tu devras faire. C'est alors qu'il faudra te rappeler l'embarras que tu éprouves présentement et feindre ce que tu ne sentiras plus. Si tu peux retrouver ce jeu de physionomie et cette attitude, je te prédis le plus beau succès. » Qui est ton personnage dans ma comédie? Celui d'un jeune paysan qui n'a rien vu et qui ne sait rien. Il arrive chez un singe et il se trouve plus ignorant, plus maladroit que ce singe. Plus bête que Jolicoeur. Voilà ton rôle pour le jouer dans la perfection. Tu n'auras qu'à rester ce que tu es en ce moment. Le domestique de Monsieur Jolicoeur n'était pas une très grande comédie et sa représentation ne prenait pas plus de 20 minutes. Mais notre répétition dura près de 3 heures. Vitalis nous faisant recommencer 2 fois, 4 fois, 10 fois la même chose, au chien comme à moi. Je fus alors bien surpris de voir la patience et la douceur de notre maître. Ce n'était point ainsi qu'on traitait les bêtes dans mon village, où les jurons et les coups étaient les seuls procédés d'éducation qu'on employa à leur égard. Pour lui, tant que se prolongea cette longue répétition, il ne se fâcha pas une seule fois. Pas une seule fois il ne jura. « Allons, recommençons, disait-il sévèrement, quand ce qu'il avait demandé n'était pas réussi. C'est mal. Capi, vous ne faites pas attention, Jolicoeur vous serez grondé. » Et c'était tout, mais cependant c'était assez. Mes camarades, les chiens et le singe, avaient sur moi le grand avantage d'être habitués à paraître en public. De sorte qu'ils virent arriver le lendemain sans crainte pour moi. Je n'avais pas leur assurance. Que dirait Vitalis si je jouais mal mon rôle? Que diraient nos spectateurs? Cette préoccupation troubla mon sommeil, et quand je m'endormis, je vis en rêve des gens qui se tenaient les côtes à force de rire tant ils se moquaient de moi. Aussi, mon émotion était-elle vive. Lorsque le lendemain nous quittâmes notre auberge pour nous rendre sur la place où devait avoir lieu notre représentation, Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine cambrée, et il marquait le pas des bras et des pieds en jouant une valse sur un fifre en métal. Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se prélassait Monsieur Jolicoeur, en costume de général anglais, habillé et pantalon rouge galonné d'or avec un chapeau à claques, surmonté d'un large plumet. Puis, à une distance respectueuse, s'avançaient sur une même ligne Zerbino et Dolce. Enfin, je formais la queue du cortège, qui, grâce à l'espacement indiqué par notre maître, tenait une certaine place dans la rue. Mais ce qui, mieux encore que la pompe de notre défilé, provoquait l'attention, c'étaient les sons perçants du fifre qui allaient jusqu'au fond des maisons éveiller la curiosité des habitants du Cel. On accourait, les rideaux de toutes les fenêtres se soulevaient rapidement. Quelques enfants s'étaient mis à nous suivre, les paysans ébahis s'étaient joints à eux, et quand nous étions arrivés sur la place,
Nous avions derrière nous et autour de nous un véritable cortège. Notre salle de spectacle fut bien vite dressée. Elle consistait en une corde attachée à 4 arbres, de manière à former un grand carré, au milieu duquel nous nous plaçâmes. La première partie de la représentation consista en différents tours exécutés par les chiens. Mais ce que furent ces tours, je ne saurais le dire. Occupé que j'étais à me répéter mon rôle et troublé par l'inquiétude. Tout ce que je me rappelle, c'est que Vitalis avait abandonné son fifre et l'avait remplacé par un violon, au moyen duquel il accompagnait les exercices des chiens. Tantôt avec des airs de danse, tantôt avec une musique douce et tendre. La foule s'était rapidement amassée contre nos cordes, et quand je regardais autour de moi, je voyais une infinité de prunelles qui, toutes fixées sur nous, semblaient projeter des rayons. La première pièce terminée, Capi prit une sébile en le tour de l'honorable société. Lorsque les sous ne tombaient pas dans la sébile, il s'arrêtait, plaçant celle-ci dans l'intérieur du cercle, hors de la portée des mains. Il posait ses 2 pattes de devant sur le spectateur récalcitrant, poussait 2 ou 3 aboiements et frappait des petits coups sur la poche qu'il voulait ouvrir. Alors, dans le public, c'était des cris, des propos joyeux et des railleries. Il est malin, le caniche. Il connaît ceux qui ont le gousset garni. Allons, la main à la poche. Il donnera. Il ne donnera pas. Et les sous étaient finalement arrachés des profondeurs où ils se cachaient. Pendant ce temps, Vitalis, sans dire un mot, mais ne quittant pas la sébile des yeux, jouait des airs joyeux sur son violon. Bientôt Capi revint auprès de son maître, portant fièrement la sébile pleine. C'était à Jolicoeur et à moi à entrer en scène. « Mesdames et messieurs, dit Vitalis en gesticulant d'une main avec son archet et de l'autre avec son violon, nous allons continuer le spectacle par une charmante comédie intitulée « Le domestique de Monsieur Jolicoeur » où « Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense ». Un homme comme moi ne s'abaisse pas à faire à l'avance l'éloge de ses pièces et de ses acteurs. Je ne vous dis donc qu'une chose, écarquillez les yeux, ouvrez les oreilles et préparez vos mains pour applaudir. Ce qu'il appelait une charmante comédie était en réalité une pantomime, c'est-à-dire une pièce jouée avec des gestes et non avec des paroles. Et cela devait être ainsi pour cette bonne raison que 2 des principaux acteurs, Jolicoeur et Capi, ne savaient pas parler, et que le 3e, qui était moi-même, aurait été parfaitement incapable de dire 2 mots. Cependant, pour rendre le jeu des comédiens plus facilement compréhensible, Vitalis l'accompagnait de quelques paroles qui préparaient les situations de la pièce et les expliquaient. Ce fut ainsi que, jouant en sourdine un air guerrier, il annonça l'entrée de Monsieur Jolicoeur, général anglais, qui avait gagné ses grades et sa fortune dans les guerres des Indes. Jusqu'à ce jour, Monsieur Jolicoeur n'avait eu pour domestique que le seul Capi, mais il voulait se faire servir désormais par un homme, ses moyens lui permettant ce luxe. Les bêtes avaient été assez longtemps les esclaves des hommes, il était temps que cela changeât. En attendant que ce domestique arrivât, le général Jolicoeur se promenait en long et en large et fumait son cigare. Il fallait voir comme il lançait sa fumée au nez du public. Si j'avais oublié mon rôle, le chien me l'aurait rappelé patte et m'introduisit auprès du général. Celui-ci, en m'apercevant, leva les 2 bras d'un air désolé. Puis il va me regarder sous le nez, tourner autour de moi, en haussant les épaules. Sa mine fut si drôlatique que tout le monde éclata de rire, et on avait compris qu'il me prenait pour un parfait imbécile, et c'était aussi le sentiment des spectateurs. La pièce était bien entendu bâtie pour montrer cette imbécilité sous toutes les faces, dans chaque scène. Je devais faire quelques balourdises nouvelles, tandis que Jolicoeur, au contraire, devait trouver une occasion pour développer son intelligence et son adresse.
Après m'avoir examiné longuement, le général pris de pitié me faisait servir à déjeuner. Le général croit que, quand ce garçon aura mangé, il sera moins bête, disait Vitalis. Nous allons voir cela. Et je m'asseyais devant une petite table sur laquelle le couvert était mis, une serviette posée sur mon assiette. Que faire de cette serviette? Capi m'indiquait que je devais m'en servir. Mais comment? Après avoir bien cherché, je fis le geste de me moucher dedans. Là-dessus, le général se tordit de rire, et Capi tomba les 4 pattes en l'air, renversé par ma stupidité. Voyant que je me trompais, je contemplai de nouveau la serviette, me demandant comment l'employer. Enfin, une idée m'arriva. Je roulai la serviette et m'en fis une cravate. Nouveau rire du général, nouvelle chute de Capi, et ainsi de suite jusqu'au moment où le général, exaspéré, m'arracha de ma chaise, s'assit à ma place et mangea le déjeuner qui m'était destiné. Ah, il savait se servir d'une serviette, le général. Avec quelle grâce! Il la passa dans une boutonnière de son uniforme et l'étala sur ses genoux. Avec quelle élégance il cassa son pain et vida son verre. Mais où ces belles manières produisirent un effet irrésistible, ce fut lorsque le déjeuner terminé, il demanda un cure-dents et le passa rapidement entre ses dents. Alors les applaudissements éclatèrent de tous les côtés et la représentation s'acheva dans un triomphe.